Consiglio. Dirección. Prospective. Exchange. Participation. Entwicklung. Conseil de développement. Euradio présente Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Eh bien bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Euradio pour le premier rendez-vous de la rentrée de Fréquence citoyenne, l'émission du Conseil de développement de Nantes Métropole. Alors aujourd'hui nous avons un invité qui est Bernard Remeau pour parler de science, d'avenir, du siècle qui vient, des grandes peurs que peuvent susciter le progrès scientifique. Bonjour Bernard Remeau. Bonjour. Comme d'habitude, Philippe Audic est avec nous, président du Conseil de développement. Vous intervenez quand vous voulez. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, deux mots sur vous, Bernard Remeau. Vous êtes physicien, vous avez une riche carrière universitaire déjà. Vous avez dirigé l'école d'ingénieurs de l'université Polytech. Vous avez été à l'initiative du réseau national de ces écoles d'ingénieurs. Vous avez aussi présidé la commission nationale des titres d'ingénieurs, ce qui n'est pas tout à fait rien dans le système français. Alors, vous êtes un scientifique, on va dire des sciences dures, comme on dit aujourd'hui. Vous vous interrogez aujourd'hui quand même beaucoup sur le changement de statut de la science. Alors, on est au début du XXIe siècle, mais pourtant la science fait peur aujourd'hui. Elle est plus synonyme de découverte utile à l'humanité. Les jeunes, vous les connaissez bien, se détournent des études scientifiques. La crise écologique, la crise climatique et ses conséquences génèrent une crainte de l'avenir qui est plutôt assez forte quand même. Même le discours sur l'effondrement de la collapsologie qu'on entend aujourd'hui de plus en plus, et la science ne semble plus pouvoir apporter les réponses qu'on aurait pu attendre, et voire même elle est rendue responsable de ce futur plus craint que désiré. Alors, dans ce contexte, le regard d'un scientifique est quand même particulièrement précieux. On va essayer de comprendre avec vous ce qui se passe sur ces peurs de l'avenir. Alors, on l'a dit, les technologies issues des découvertes scientifiques ont constamment amélioré la vie des humains. L'espérance de vie a fait un bond quand même assez important. Les conditions d'existence, malgré des inégalités, se sont largement améliorées. La connaissance de la planète et de l'univers ont considérablement avancé. Et on a longtemps cru au caractère illimité de ce progrès. À quel moment la rupture intervient et qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une espèce de phénomène de bascule où la science a commencé à faire peur? Je dirais je vois deux étapes. Il y a une première étape de ce qu'on appelle la science jusque, disons, à la fin du 19e, qui était la science de Lavoisier, Galilée, qui était plutôt une science qui avait une réflexion sur la nature, qui débouchait sur des implications philosophiques, mais pas trop sur la vie courante des gens. Puis est venu le 19e siècle avec la découverte de l'électromagnétisme, les moteurs, les machines thermiques, et à ce moment-là, c'est pas tant la science que les applications immédiates de ces découvertes scientifiques qui ont commencé à impacter très fortement la vie des gens, Pasteur, la médecine, tout ça. Et là, il y a une période assez optimiste en disant, on voit, la science est une solution à tous les problèmes. Puis est apparu le fait que les grandes guerres sont arrivées et on s'est aperçu, les gouvernements, les belligérants sont aperçus que la science était un secours pour aider à gagner ou perdre les batailles, et par conséquent, on a instrumentalisé la science. Alors, le plus bel exemple étant le projet Manhattan aboutir à la création de la bombe atomique. Donc là, a commencé à naître la peur sur le fait que les conséquences des technologies issues de la science puissent dépasser l'humain. Et on est actuellement une troisième phase, puisque c'est plutôt une affaire de société, et en fait, comme vous le disiez, le fait que la science actuellement, on a perdu confiance, et on est plutôt dans une phase où, premièrement, on ne croit pas forcément à la voix et à la parole des scientifiques, et deuxièmement, on est convaincu que quelquefois on nous ment, ou ils font partie de la technostructure qui conduit le monde à sa perte, ou dans des voies que la société ne voudrait pas. Donc vous dites au XXe siècle sont plutôt l'armée, en tout cas les militaires, qui ont un peu dévalorisé la science, et aujourd'hui on est dans une crise de confiance encore plus large que ça, et qui serait liée par exemple aux problèmes écologiques, aux problèmes climatiques, etc. Donc la science serait responsable y compris de ces phénomènes-là. Disons que le milieu du XXe siècle avec les militaires, ça a été une démonstration auprès des gouvernements qui auparavant se préoccupaient pas trop de la science, qu'on pouvait gouverner la science, l'instrumentaliser. Et donc l'autre exemple, c'est Kennedy et la Lune, qui dit on va aller débarquer un Américain sur la Lune dans 5 ans. Et
on le fait et ça marche. Donc il y a eu une espèce d'instrumentalisation en disant mais la science c'est quelque chose qu'on peut guider, qu'on peut orienter et qui fait que quand on veut quelque chose par la science, on y arrive et on met les moyens, on y va. Bon, le plan cancer de Johnson a démontré que ça ne marchait pas aussi vite que ça. Et puis là, maintenant, le problème est beaucoup plus diffus puisque, je dirais, c'est pas tant la science en tant que telle que ce que j'appelle la technologie et la perception de l'opinion publique sur ces aspects-là. Je dirais que, pour moi, la différence entre technologie et science, la science, c'est la découverte des lois de la nature dans l'absolu. Et ensuite, la technologie, c'est utiliser ces connaissances-là pour en déduire des objets, des artefacts, des services que la société peut utiliser. Et la science ne pose pas problème. Il y a eu très récemment une immense découverte des ondes gravitationnelles, par exemple. Il n'y a pas eu de débat dans la société pour dire c'est des fake news, qu'est-ce que c'est que ça, les scientifiques racontent ce qu'ils veulent. Ça a été unanimement salué comme étant une découverte scientifique. Par contre, est-ce que le glyphosate est dangereux pour la santé ? Alors tout de suite, on rentre dans un autre champ et qui est, on le voit bien, c'est plus la science en tant que telle, c'est une des applications de la science. Et si on attend d'y revenir, il y a des raisons pour ça. C'est que la façon dont la science progresse actuellement induit ces incertitudes et cette perte de confiance. Je crois qu'il y a plus une perte de confiance dans l'expertise scientifique que dans la science elle-même. Revenons sur l'exemple du glyphosate, parce que vous dites en fait c'est le champ technologique, c'est pas le champ scientifique, et pourtant ça a pris une ampleur énorme, et c'est ce qui génère aujourd'hui des peurs, alors qu'on peut juger rationnelles ou irrationnelles, mais vous avez quel sentiment là-dessus ? Ben, j'ai le sentiment, je vais revenir un petit peu en arrière, il y a une étude scientifique qui avait été faite aux États-Unis, une enquête comparant l'opinion du public et l'opinion des scientifiques sur ces aspects-là, les OGM, je ne pense pas que le glyphosate en était. Et on savait qu'il y avait une rupture complète de point de vue. Par exemple, sur les OGM, 90% des scientifiques disaient « Moi, je suis prêt à manger des nourritures modifiées d'OGM ». 80% du public disait le contraire. D'accord ? Mais en fait, les deux ne répondaient pas à la même question. Si vous traitez le problème des OGM, du glyphosate, comme un problème scientifique, c'est un problème assez bien défini, il y a des protocoles, etc. Mais derrière le glyphosate, derrière les OGM, nous, le public, met des tas de choses. Mais derrière, le type d'économie que vous avez, le type d'agriculture qui est derrière, le rôle des grandes sociétés comme Monsanto, etc. Donc, le public, quand il dit OGM, il a derrière tout cet ensemble et il prend position, non pas sur l'aspect purement scientifique, mais sur l'ensemble sociologique, économique, etc. Et on peut être pour être contre. Voilà. Donc, pour moi, en tant que scientifique, quand je regarde les études... toutes les études transversales, même si certaines ont pu être biaisées par les lobbies, le glyphosate est loin d'être le produit le plus dangereux, y compris quand on le compare à des produits utilisés dans l'agriculture biologique, par exemple. Mais ça, en revanche, derrière le glyphosate, il y a toute l'agrochimie, l'agroindustrie, un type de société qui est derrière, et ça, on peut ne pas admettre. Et ce qui est très difficile pour les scientifiques, c'est que quand ils prennent position sur ce sujet-là, on les embarque tout de suite sur le reste en disant donc vous êtes pour, si vous dites que le glyphosate est finalement pas si dangereux que ça veut dire que vous êtes pour Monsanto, etc. Si vous dites au contraire que c'est très dangereux, ça veut dire que vous participez au lobby écologie, etc. Donc, j'ai un autre exemple aussi, mais je ne veux pas être trop long, mais qui me paraît toujours extrêmement important et qui malheureusement n'est pas du tout traité, c'est les nanotechnologies. Les nanotechnologies qui envahissent tout, les micro-acteurs, les micro-éléments qui interviennent dans l'alimentation, la chirurgie, etc. J'ai un collègue scientifique qui travaille là-dedans, qui a voulu organiser un débat public dans sa région de Grenoble sur ce sujet. Il n'a jamais pu faire un débat public serein sur ces aspects-là, où des gens allaient présenter les arguments pour et les arguments contre. La salle était envahie de gens pour, a priori, ou de gens contre, a priori, qui refusaient le débat. Dès que quelqu'un
intervenir en disant oui, on peut utiliser cette technologie, il était considéré comme étant un... Et le débat public a avorté parce qu'il était impossible d'avoir un débat là-dessus. Donc, débat scientifique ou débat de société, il y a une telle interprétation actuellement dans ces aspects-là que je crois que c'est ce qui rend la position de l'expertise scientifique très délicate et très, très discutée. Ça voudrait dire qu'un point de vue scientifique, c'est finalement une opinion comme une autre. Et... Malheureusement, sauf dans des domaines comme les ondes gravitationnelles où lorsque on découvre un trou noir, etc., la personne va faire, c'est malheureusement un courant de pensée actuellement et qui malheureusement, je le dis, a été longtemps porté par les philosophes et sociologues de l'école dite française, les postmodernistes, qui ont introduit ce qu'on appelle le relativisme en disant, en regardant la façon dont la science a évolué et pratiquée, on dit la science, c'est finalement une opinion qui se crée au milieu d'une collectivité de personnes qu'on appelle les scientifiques, d'accord ? Très représentatif des sociétés occidentales dominatrices, d'accord ? Et par contre, il y a d'autres opinions, il y a les chamans de Sibérie, il y a les peuplades d'Amazonie qui ont d'autres vues, d'autres cosmologies, etc. Et qui ont introduit un relativisme foncier en disant que tout ça, c'était l'expression d'opinion, de collectivité, etc. Et qu'a priori, il n'y avait pas d'éléments pour savoir quelle était la vérité là-dedans. Alors, ça a été une brèche ouverte actuellement, vous savez, dans tous les débats qu'il y a sur Internet, sur ce qu'on appelle les partisans de la Terre plate ou les créationnismes, ou tout ce que vous voulez, les gens disant, vous croyez que la Terre a été créée il y a 6 milliards d'années dans le cadre du système solaire, nous on croit qu'elle a été créée il y a 6 000 années par Dieu, ce sont deux opinions, il n'y a pas de raison. Nous voulons que ces deux opinions soient à la fois traitées de la même manière dans les médias et dans l'éducation. Donc il y a un vrai mouvement de fond là-dessus. Et là, vous parlez de Dieu. Mais justement, on a longtemps cru que la science allait faire disparaître Dieu. Et finalement, Dieu est revenu en force plus que jamais au XXIe siècle. La science ne traite pas de Dieu. Elle a longtemps contraint le périmètre des religions, puisque beaucoup de phénomènes que l'on croyait directement reliés à des phénomènes surnaturels, on s'est aperçu qu'on avait des explications rationnelles là-dessus. Par contre, la religion ne dit rien du Dieu, j'allais dire, pour paraître pédant, de Spinoza. Si on appelle Dieu le système, c'est-à-dire l'ensemble des lois qui gouvernent l'univers, etc., qu'on ne maîtrise pas, et qu'on appelle ça Dieu, il n'y a pas de problème entre la science et Dieu, parce que certains disent les fameuses lois qui gouvernent le Big Bang, l'évolution de l'univers, c'est ça Dieu. Et par contre, ce Dieu-là ne dit rien sur votre façon de manger, votre façon de vous comporter, la façon de faire les enfants, etc., qui est le Dieu personnel introduit par les religions, notamment monothéistes. Et là, c'est un secteur complètement différents et pour lesquels la cohabitation est beaucoup plus compliquée parce que la science, par nature, étant son domaine rationnel et qui rentre en conflit avec les croyances religieuses quand elles sont supposées révélées. Mais est-ce qu'une des raisons pour lesquelles il y a ce basculement ne tient pas aussi dans le fait que les découvertes sont faites souvent dans des silos, si je puis dire, c'est-à-dire sur une technologie, sans qu'on se préoccupe de l'impact sur le système global. Et est-ce que de ce point de vue-là, il y a finalement, on est en train de découvrir qu'on est en train d'épuiser la planète parce que voilà, on prélève des ressources, mais donc ça veut dire quelque part, quand on travaille sur un sujet, on ne se préoccupe pas, à partir d'une technologie qu'on aura développée, des conséquences sur le système global. Longtemps, les scientifiques, j'en étais, ont utilisé l'argument du couteau, en disant « moi, je travaille à améliorer le couteau ». Et le couteau, ça sert à couper le pain ou tuer son voisin. Bon, je cherche à faire un mieux couteau, c'est mon problème. Après, c'est plus mon problème. Les gens qui ont participé au projet Manhattan ont commencé à se poser de sérieuses questions, et puis d'autres. Maintenant, les scientifiques ne peuvent plus complètement tenir ce programme-là. Dans la vie
concrètes. Quand ils sont sur un sujet de recherche, je vous garantis qu'ils sont un petit peu sur... je veux trouver le truc et puis on verra si ça applique. Alors, les domaines actuellement du génie génétique, par exemple, on le voit bien qu'il y a... vous avez le chinois qui est actuellement en train d'essayer de développer de créer de manière artificielle en utilisant des génomes humains dans des animaux, etc. On voit bien qu'il y a des gens qui sont là, qui sont prêts dans la population scientifique. Il y a ceux qui seront prudents, qui participeront de cette réflexion, et puis ceux qui, pour des questions de carrière ou d'argent, sont prêts à aller au bout du rouleau. Donc là-dessus, moi, j'ai pas d'opinion. Malheureusement, je crains que la proportion de pourris, de gens sans scrupules, attirés par l'honneur et l'argent, dans les scientifiques, il n'y a pas de raison qu'elle soit différente du reste de la population. Vous avez évoqué les religions, mais il y a une autre religion aujourd'hui qui est celle de l'information. Est-ce que les médias aujourd'hui jouent un rôle dans cette désaffection vis-à-vis de la science ? De mon point de vue, ils jouent un rôle parce qu'ils en font maintenant, j'allais dire, c'est un peu bête, hein, ils en font trop. C'est-à-dire que si vous regardez les réseaux sociaux, si vous regardez même les journaux, etc., il y a une rubrique scientifique, ce qui est très bien. Et puis, ils vont vous citer, il y a un article qui est paru dans Nature qui dit que c'est bon de boire un verre de vin à tous les repas. Donc ça apparaît comme ça. Donc, alors, il y a toute une abondance d'informations. Et je vais aller faire très court là-dessus. Et quand vous regardez le titre, parce que les journaux sont obligés d'être synthétiques, de faire un titre, de mettre un contenu, et quand vous allez à la source, dans Nature, vous lisez l'article, les scientifiques disent, oui, nous avons fait une étude, nous avons trouvé une certaine relation avec certains effets potentiels, nous ne sommes pas trop sûrs si c'est bien vérifié, il faudrait des études complémentaires, on n'a pas trouvé la cause, etc. Donc, à la fois, il y a beaucoup d'informations qui apparaissent, notamment sur la santé, la médecine, etc., qui apparaissent tous les jours, avec, à un moment donné, une information, et 6 mois après, l'information un petit peu différente. En fait, ce sont 2 travaux scientifiques qui ont été faits dans des conditions différentes, chacun ayant dit « moi j'ai trouvé ça, mais il faudrait faire », etc., et qui ont été publiés comme étant des vérités. Pour faire court, il y a un chemin énorme entre le travail scientifique, un gars qui fait son boulot, une équipe. La vérité scientifique, le fait scientifique, c'est quelque chose qui est reconnu comme étant un fait par tout le monde. À la vérité, et la vérité, c'est il faut boire 2 verres de vin un verre de vin à chaque repas, parce que nous avons fait une étude de cause et effet, et que quand on regarde les effets des polyphénols, etc., donc lorsqu'il y a toute une argumentation, ce chemin-là a été parcouru pour le tabac. Au départ, il y a eu quelques études. On dit que la cigarette, c'est pas très bon pour la santé. Il a fallu les années 40 et lutter contre les lobbies de l'industrie pour aboutir au fait. Oui, le tabac a induit des cancers. Ça, c'était le fait. Et maintenant, on est dans le domaine de la vérité parce qu'on a introduit des effets quantitatifs de cause et effet. On connaît dans les mécanismes internes dans les cellules qui fait que le tabac. Donc, il y a tout ce chemin-là. Et malheureusement, les scientifiques, pour des questions, on les pousse à ça, on leur dit il faut que vous vendiez votre recherche, exposent les faits scientifiques, les médias les reprennent, et on reste au niveau des faits. Alors qu'en fait, la véritable information devrait être sur la vérité. Mais ça, c'est un chemin... Donc, vous avez 2 études. Une étude qui dit c'est bon de boire un verre de vin à tous les repas, l'autre qui dit non, les problèmes commencent à partir du 0 verre de vin. Et si vous avez une minute, je pourrais vous dire pourquoi les 2 études sont apparemment contradictoires, mais disent la même chose. En général, les chercheurs sont bordelais. Et souvent, les chercheurs belges trouvent que la bière a d'excellentes qualités pour la santé. Tout simplement, ceux qui trouvaient que un verre de vin par jour était mieux que 0 verre de vin, ils avaient oublié de retirer de l'étude tous les anciens alcooliques et les malades qui ne devaient pas boire de vin du tout, d'alcool du tout, et qui donc ne buvaient pas et augmentaient le nombre de gens malades déjà, parce que par nature. Et quand on les enlève de l'étude, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de creux, la courbe est tout à fait croissante. Vous avez cité l'exemple du tabac en disant on a mis très longtemps, mais est-ce que le glyphosate finalement c'est pas le tabac des années 40 ? Sauf que les études sur le tabac étaient
était beaucoup plus était mineur pendant un certain temps, mais était beaucoup plus positif, affirmatif. C'est-à-dire que les effets étaient beaucoup plus assez vite là, malgré le lobbying des industries de tabac. Il faut vraiment, avant que ça soit devenu un fait reconnu par tous, il a fallu se bagarrer et aboutir à un consensus. Pour le glyphosate, je ne suis pas du tout un expert là-dessus, mais je pense que, je reviens un petit peu en arrière, je penserais plutôt pour le recul sur le téléphonie mobile, par exemple. Oui. Mais la téléphonie mobile, on avait dit il y a 20 ans, vous allez voir, dans 20 ans, vous aurez une explosion de cancer du cerveau. Il y a des milliards de téléphones mobiles et on n'a pas encore vu ces effets. Alors, est-ce que le glyphosate, c'est le tabac du futur ou le téléphone mobile du futur en termes d'impact sur la santé? Je ne peux pas dire actuellement où est la vérité. On va prendre une première pause musicale. Photograph a model statue, I can keep on waiting for you. If you can't keep up, too bad for you. Wish you better run, cause fortune won't wait for us, no. Eyes to the horizon, keep my target on solid ground. Keep my target on solid ground. Fréquence citoyenne sur E-Radio. Bien, vous êtes toujours sur Fréquence citoyenne. Fréquence citoyenne, je suis désolé. Nous recevons aujourd'hui Bernard Remeau, qui est un scientifique et avec lequel nous discutons de la perception de la science dans la société d'aujourd'hui. Et donc, nous allons rentrer dans une deuxième série de questions portant autour de la science et de la démocratie. Est-ce que, puisqu'on a vu que les gouvernements pouvaient se servir de la science, notamment pour des fins militaires, mais pour d'autres encore, est-ce que nos gouvernants ont plutôt une bonne culture scientifique, ou est-ce qu'ils sont sous l'influence d'un certain nombre d'acteurs? Le problème, c'est que d'abord, c'est vrai qu'il y a peu de scientifiques vrais, durs, à part Mme Merkel. Monsieur Villani, peut-être? Oui, Villani, oui, mais qui n'est pas encore gouvernement. Mais je citerai une phrase, je crois que c'est de M. Testard ou de quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus, qui dit que la complexité des phénomènes scientifiques est telle que, hors des cercles d'initiés que sont les chercheurs d'une discipline, il est difficile, impossible, de distinguer aussi aisément qu'auparavant une science robuste de toute autre démarche qui n'en a que l'apparence. C'est-à-dire que les phénomènes sont tellement complexes que si vous n'êtes pas du domaine, vous êtes incapable de savoir si c'est du lard ou du cochon. Le cas le plus simple que j'utilise dans mes cours, c'est le cas de la médecine, la mécanique quantique et la médecine quantique. C'est-à-dire qu'on met du quantique dans tout. Et je peux vous donner des textes, un sensé et un insensé. Si vous n'êtes pas du domaine, vous êtes incapable de savoir. Donc, il faut savoir que de toute façon, la connaissance profonde des phénomènes scientifiques suppose d'être du domaine. Et comme disait Platon, je vais être pédant là aussi, c'est pas d'aujourd'hui, il disait l'opinion, c'est le mi-chemin entre l'ignorance et la connaissance. Et donc l'opinion publique doit être formée pour s'éloigner un peu de l'ignorance, parce que l'opinion publique, par la démocratie, c'est elle qui décide des choix démocratique. C'est elle qui doit décider, oui ou non on interdit le glyphosate, oui ou non on développe le nucléaire ou pas, oui ou non, etc. Donc il y a tous ces choix démocratiques derrière qui relèvent de l'opinion, sachant que cette opinion-là, au pire, elle est ignorante, au mieux, elle est un peu éclairée. Et c'est tout le problème de comment avoir une opinion éclairée sur des phénomènes d'une complexité très forte. Alors, on le voit bien, les gouvernants
ils ont des conseillers, je pense qu'ils savent a priori les enjeux scientifiques qui dépassent, mais ils sont pris par le quotidien, par le court terme, alors que les enjeux scientifiques sont au minimum des enjeux à 20, 30 ou 40 ans. Et j'imagine la tension que doivent avoir les gouvernants actuels dans tous les pays. Alors il y a ceux qui ont tranché en disant « je ne fais que le court terme », c'est des populistes pour faire court. Et les autres qui essaient de ménager le chèvre et le chou dans la mesure où ils sont soumis à une pression énorme sur le quotidien. Donc, je ne jette pas la pierre et on pourra revenir là-dessus. Il faut travailler comment faire que l'opinion publique soit la mieux éclairée pour que les choix ensuite scientifiques des gouvernements soient les plus adaptés à la situation. Mais comment on l'éclaire, cette opinion, vraiment? Parce qu'il y a une petite histoire qu'on voit tourner sur les réseaux sociaux où la question, c'est à partir de quand un produit est-il considéré comme dangereux? Et la réponse, c'est à partir du moment où plus de 50% de la population le pense. Oui, et puis, il y a des choses tout à fait difficiles à gérer aussi. C'est la notion de différence entre risque et danger. Vous avez... Rappelez la différence, qu'elle n'est pas toujours très claire pour tout le monde. Pour moi, elle n'est pas très claire non plus pour moi. Mais il y a des substances... le risque, c'est... Je vais peut-être pas me renseigner dans la définition, mais je vais prendre un exemple. Je prends des exemples. Il y a des produits que les gens ne considèrent pas comme dangereux, comme le vinaigre, l'eau de Javel, puisqu'on les utilise tous les jours. Donc c'est un produit qui est... de la vie courante. Or, le nombre de morts par ingestion de l'eau de Javel est certainement très important et il y a des accidents domestiques. Par contre, il y a des substances comme le glyphosate qui sont classées quelque part dans une certaine catégorie d'éléments à risque parce que à partir d'une certaine dose, comment l'estime-t-on, il pourrait induire des effets néfastes sur la santé. Donc, dans la panoplie de tout ce que nous utilisons dans la vie courante, eh bien, nous manipulons tous les jours des objets dangereux, mais quelque part que notre mode de vie, notre culture a intégré. Et puis, il y a des nouveaux produits qui arrivent, des nouvelles substances pour lesquelles on n'a pas de recul, qui ne sont pas intégrées dans la culture, et pour lesquelles, tout de suite, on fait des analyses de potentiel, etc. Et qu'on va décider oui ou non sur la classe comme étant celles qui peuvent être dangereuses pour la santé. L'eau de Javel, je pense que si on découvrait l'eau de Javel maintenant et qu'on faisait une étude neutre a priori, on refuserait sa mise sur le marché, je pense. Ah oui, à ce point-là. Il y a du chlore, c'est un produit extrêmement toxique, et je reviens à l'exemple du jardinage. Remplacer le glyphosate par le Javel ou le vinaigre blanc, d'un point de vue, je pense, je suis pas tout spécialiste, mais d'un point de vue impact sur les sols, etc., ou la biodiversité, je demande à voir qui... et encore une fois, je ne plaide pas pour le glyphosate, je suis contre, moi je n'utilise pas le glyphosate. Mais parce qu'il y a des produits culturels. Le vinaigre blanc, c'est du vinaigre. L'eau de Javel, c'est l'eau de Javel. Et puis ça sent le propre. Hein ? Ça sent le propre. Ça sent le propre, oui. Donc c'est très complexe là-dessus. Et je pense que les experts scientifiques, quand on demande de se positionner là-dessus, sont dans des positions extrêmement inconfortables parce que, à part, je ne sais pas, où les trous noirs, où ça n'existe pas, mais je prends un exemple très douloureux, exprès, et qui existe dans la région nantaise et d'autres régions de France. C'est, par exemple, la naissance de... Il y a des naissances d'enfants qui n'ont plus... Ils sont sans bras, oui. Sans bras, etc. Qui ressortent un petit peu d'études, etc. On demande l'avis des scientifiques. Alors, hormis le cas où on trouve une cause, mais alors vraiment manifeste, qui fait, etc., il y a une tension entre l'inquiétude des parents, compréhensible, j'imagine, qui veulent savoir pour les autres enfants, etc., et les scientifiques qui ont à traiter un problème avec des tas de facteurs, certaines, sans doute, sur 10 cas. Comment sortir de ceci une vérité scientifique
tel que ce soit indéniable, là, ils sont pris entre deux feux, quelque part, en tant qu'humains, la volonté de résoudre, de résoudre les problèmes, d'aider les gens, et en même temps, la démarche scientifique pure et dure me semble difficile à conduire à des résultats immédiatement utilisables et clairs. Alors, les gens sont déçus. Mais vous voyez, la science, quand elle veut pas, elle est prête à faire d'autres choses. Voilà. Donc, ça introduit cette frustration-là. Mais dans tout ça, alors qu'est-ce que vous pensez du principe de précaution ? J'en pense pas trop de bien. Je pense que le principe de prudence aurait été beaucoup plus adapté. On le dit souvent, mais je pense que c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vérifié que seule la France l'a mis dans sa constitution, que c'est le seul pays. La vie... la vie, c'est un arbitrage que l'on fait quotidiennement entre le risque et le non-risque. On passe notre vie à arbitrer, en disant tiens, je vais faire ça. Eh bien, c'est pareil pour ça. La précaution veut que, avant de lancer des projets, etc., on ait une analyse du risque. Mais la précaution qui consiste à dire on ne fait rien tant qu'on n'a pas prouvé que ce n'était pas, qu'il n'y avait aucun effet, c'est impossible. Parce que scientifiquement, autant on peut prouver que quelque chose existe ou qu'il y a une chose qui a été faite. Ah oui, on a vu quelqu'un qui a bu 1 litre de glyphosate et qui a eu mal à l'estomac. Là, il y a un fait. Par contre, je prends, je ne sais pas, n'importe quel exemple, prouver qu'un produit ou une action ou un service n'aura pas d'impact, n'aura jamais d'impact, là, il y a un pari. C'est le cas de la téléphonie mobile qui a été pris. Alors, je ne dis pas que la téléphonie mobile n'a pas des effets sur la santé, mais pour le moment, apparemment, toutes les études montrent que c'est plus des effets sur la psychologie, sur l'attention des enfants, etc., ou les accidents de voiture liés au fait que les gens téléphonent, que par les ondes elles-mêmes. L'exemple aussi, c'est Linky. Le Linky, qui d'un point de vue scientifique, est absolument incompréhensible sur l'aspect dangerosité, dans la mesure où il émet moins d'ondes qu'un grille-pain ou qu'un radio-réveil. Et on dort à côté de son radio-réveil. On dort même à côté de son téléphone portable, d'ailleurs, oui, qui lui émet beaucoup plus. Et puis le Linky dans le cave. Donc voilà, j'ai presque perdu le fil de la question que vous y avez posée, mais je pense que c'était sur le principe de précaution. Mais le principe de précaution. On va revenir sur la relation entre les gouvernements, les autorités et la science. Est-ce que la science est sous contrôle éventuellement des gouvernements, c'est un aspect, mais aussi sur des acteurs contrôlés par des acteurs privés. Oui, hormis peut-être... Faut-il qu'il y ait un contrôle ? Oui. Est-ce que celui qui existe aujourd'hui est bon, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à inventer ? Oui, je mettrais à part peut-être les mathématiques pures, qui sont vraiment faites par des individus, et qui franchement, la théorie des nombres, ça a des implications après sur la cryptographie des communications, mais bon, autrement, la science elle est sous contrôle par le biais du financement. Parce qu'actuellement, le propre de la science, à part peut-être les mathématiques, je dis, et peut-être la philo, ou dans les sciences humaines, nécessite des moyens d'expérimentation, nécessite des moyens d'enquête, et ces moyens-là, il faut les obtenir, pour part de la puissance publique et pour part de financement privé. Donc il y a des aspects, on l'a vu historiquement, par exemple, comment une campagne d'opinion sur les problèmes liés des cours gras dans l'alimentation a permis d'éluder les études sur le sucre, par exemple. Ça a été montré que par le biais de la communication, des focus mis sur les rôles du cholestérol dans la santé humaine, ça a permis d'éluder, de retarder les études sur le sucre. Donc, par le biais des financements, eh bien, on le voit tous les jours, tous les ans. Cette année, le gouvernement a dit, tiens, on va mettre le paquet sur l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que ça marche ? J'en sais rien. Mais il y a quand même une certaine pilotage par les moyens, dans la mesure aussi où maintenant la science, il y a un siècle, la technologie était fille de la science, c'est-à-dire que les applications suivaient les découvertes scientifiques. Maintenant, c'est la science qui est fille de la technologie.
pas de recherche médicale, de progrès de recherche médicale, s'il n'y a pas de progrès dans les équipements scientifiques d'analyse, etc. Pas de progrès. Ce qui bute actuellement dans la recherche aussi bien des particules élémentaires, c'est la taille des accélérateurs, ou dans la connaissance de l'univers, c'est les appareillages, les satellites, etc. Donc, la technologie, quelque part, aussi pilote la science possible. C'est-à-dire que je suis capable de faire de la science si j'ai à la fois les financements et les moyens technologiques qui permettent d'avancer. Donc, elle est faut pas se leurrer là-dessus. Et malgré tout ça, j'ai quand même confiance dans la science parce que, contrairement à ce que certains disent, il n'y a pas de découverte cachée longtemps. Un jour ou l'autre, par des biais détournés, les choses reviennent. Et donc, plutôt qu'une marche droite directe vers la vérité scientifique, tous ces phénomènes-là concourent à ce que la science soit un phénomène humain, avec une démarche chaotique, des aléas, mais in fine, le bilan va dans une direction qui va vers ce qu'on appelle une espèce de vérité scientifique. Vous dites qu'on ne cache aucune découverte scientifique. Ça veut dire aussi que toute découverte scientifique fera forcément l'objet d'une application un jour, que cette application soit finalement bonne ou contestable pour la société. Enfin, on le voit bien aujourd'hui quand on commence à parler de questions de GPA, quand on commence à parler de toutes ces questions là, et on voit bien un débat qui existe, qui est un débat politique, un débat dans la société, de dire mais il y a des technologies qu'on ne doit pas appliquer, qu'il faut arrêter, qu'il faut bloquer. Et en fait, est-ce qu'on peut vraiment empêcher ça ? Est-ce qu'on peut empêcher un jour le fait que les femmes se disent moi j'arrête de faire un bébé dans mon ventre et je vais faire ça directement dans un tube, c'est beaucoup plus pratique. Et moi, je ne sais pas quoi répondre en tant que scientifique là-dessus, parce que l'expérience passée, si je me place du point de vue historique, ça va toujours dans le sens, si c'est possible, il y a quelqu'un qui le fait. Oui, ça se fait toujours. Alors, peut-être qu'on va trouver des moyens, justement, vous parliez des moyens de contrôle, là. Mais vous prenez par exemple le génie génétique, ou tout ce qui est analyse du gène, etc. Il y a 10 ans, il fallait des outils absolument, des labos, etc. Maintenant, vous avez des petites boîtes qui se montent pour l'analyse des chromosomiques, etc. Je dis bien que ça ne se fait pas sur un évier, mais presque. Enfin, je veux dire que ce sont des techniques tellement basiques et tellement peu coûteuses que comment voulez-vous contrôler que n'importe quel individu dans son coin du Nevada ou de Chine du Sud ne va pas développer un clone humain à partir de ça. Enfin, je caricature un peu, parce que pour aller de l'analyse génétique au ADN, il faut. Mais il y a un problème. Alors là, sans se faire de la philosophie de bas étage, je reviens à une de mes dadas, c'est que l'espèce humaine a développé de manière extraordinaire la science et la conscience et la connaissance. En revanche, pour des questions que certains d'ailleurs mettent sur certains gènes qu'elle a, l'espèce humaine n'a aucun moyen de se contrôler, n'a pas un sens moral ou un sens d'autocontrôle en rapport avec sa puissance de destruction. C'est ce qui fait que certains sont pessimistes sur l'espèce humaine en disant elle a trop de moyens de développer sa connaissance et son pouvoir sur le reste sans avoir la contrepartie morale et l'autocontrôle que certaines espèces humaines ont, comme les rats. Les rats savent gérer leur... Espèce animale, en l'occurrence. Oui, voilà. Oui, d'accord. Et puis certains disent, de toute façon, l'espèce humaine, s'il est condamné, c'est pas un problème. Quelque part dans l'univers, il y aura peut-être une autre espèce consciente qui se développera, avec peut-être les bons gènes et qui fera que elle ne se comportera pas comme l'espèce humaine qui est prédatrice, égoïste, expansionniste, etc. C'est assez pessimiste comme point de vue, finalement. Je suis pessimiste, non. Je pense que, ça dépend comment on se place soi-même, mais sans faire de la philosophie de bas étage, je pense que nous sommes inscrits dans un scénario, l'espèce humaine dans un scénario qui part 15 milliards d'années auparavant, et que nous sommes qu'un élément de ce scénario et nous ne sommes pas le but du scénario. Donc si l'expérience humaine échoue, ce sera une expérience humaine qui a échoué, comme il y a eu d'autres expériences qui ont été annihilées sur Terre. Donc c'est un peu pessimiste, mais c'est plutôt le fait que ça ramène l'homme à sa position. Et je pense que, mais ça c'est un point de vue personnel non scientifique, que les évolutions qui arrivent, on parlera peut-être tout à l'heure,
sont telles que je ne vois pas comment on peut faire ces virages dans le domaine de l'écologie, de l'utilisation des ressources, etc., sans crise. C'est-à-dire, il faut, je suis tout à fait d'accord avec Rabi sur l'image du colibri, mais tous les colibris du monde, amenant leur petite goutte d'eau, ne suffiront pas pour faire les virages nécessaires, de mon point de vue, et qui supposeront une crise, un élément de crise qui fait que les gens seront contraints, quelque part, d'agir, parce que, faites des expériences, imaginez-vous que vous devez réduire de 40% votre consommation d'énergie, votre niveau de vie, faites l'expérience. Tous ceux qui le font disent que c'est très dur et que si ce n'est pas une contrainte extérieure, c'est difficile d'imaginer que l'humanité entière va, sans compter que ceux qui aimeraient bien avoir nos 40% de notre niveau vont vouloir augmenter. Donc je suis pessimiste, oui, parce que je pense qu'il y a une distorsion dans l'espèce humaine entre sa capacité d'invention et scientifique et technologique et sa capacité à s'autogérer en termes d'entité politique. Il y a eu d'autres moments dans l'histoire comme ça où on a craint cette rupture-là, où il y a eu des moments où la science a créé des peurs particulières? Non, je ne pense pas. Il faudrait regarder les ouvrages qui ont étudié la fin de la civilisation de l'île de Pâques ou la chute de l'Empire romain, mais c'était plutôt lié à des contextes de rareté de ressources, où certains disent que l'Empire romain est tombé à cause d'empoisonnement par le plomb dans les canalisations, mais pour le moment, il faut demander à un historien. Moi, je n'ai pas une vision assez claire. Surtout pas, il n'y a rien à l'échelle mondiale, à l'échelle de la Terre. On fera quelque chose sur l'Empire romain une prochaine fois. On va prendre une autre pause musicale. I'm gonna live a high life till I die. I'm gonna live a high life till I die. Sticks and stones keep breaking my bones. Talk about me when I'm dead and gone. I'm gonna live a high life till I die. Well, everything you do makes me insane, and I just give up now or live in vain. Here's my heart, you might as well take it. It beats for you, you might as well break it. But I'm gonna live a high life till I die. I'm gonna live a high life till I die. Wrap it up, oh baby, you know why. Sticks and stones don't break my bones. Talk about me when I'm dead and gone. I'm gonna live a high life till I die. Euradio, Fréquence citoyenne. Vous êtes toujours sur Fréquence citoyenne en compagnie du physicien Bernard Renaud. Alors, je voudrais revenir sur la notion de culture scientifique que vous avez évoquée tout à l'heure. Et comment est-ce qu'on monte la culture scientifique d'une population quand il y a de moins en moins d'étudiants pour les matières scientifiques? Alors, vaste question. Quand je serai ministre de l'Éducation nationale... Ce qui ne saurait tarder. Ce qui serait tardé, je vous donnerai la réponse. Mais Parce que le ministre a la réponse, forcément. le ministre a la réponse. Non, mais c'est une question que je ne sais pas répondre. Parce que, en même temps, contrairement à ce que croyait Victor Hugo, ouvrir une école, c'est fermer une prison. Augmenter la culture scientifique fait que dans le même temps, vous aurez toujours la même proportion de gens qui vont croire que la Terre est plate. Il y a quand même tout cet aspect-là qui relève plus de la croyance que de la démarche rationnelle, le besoin de croire en quelque chose qui nous dépasse, etc. Donc, ce que je pense, et peut-être cette émission y contribue, pour revenir à la question, l'idée c'est de faire comment, non pas rendre les gens scientifiques, mais comment faire que l'opinion publique soit le mieux informée possible pour prendre des décisions, des orientations qui soient les plus adéquates. Là, le rôle des scientifiques est important, à savoir en termes d'utiliser leurs connaissances dans leur domaine pour bâtir l'expertise. Et donc, mon point de vue, pour répondre à votre question, pour moi, il faut rétablir à la fois les conditions et la statut d'expertise scientifique. D'éviter de l'utiliser à tout bout de champ pour que l'expertise scientifique soit une expertise scientifique et que le reste soit un débat de société et que l'on ne mélange pas dans tous les débats l'expertise.
quelque part, je rêve peut-être, mais il faudrait qu'il y ait des lieux ou des espaces où on puisse dire ça, c'est la science qui généralement ne dit pas ni oui ni non, mais dit voilà, peut-être, avec, etc. Et puis après, les gens débattent. C'est pour ça que je crois beaucoup, même si c'est à la mode, et je trouve qu'il y a des commissions qui se mettent en place, des commissions mixtes de gens tirés au hasard avec des experts qui se prennent en main en débat, et puis qui débattent, comme les jurys populaires, mélange de juristes et de gens publics, où il y a d'autres expériences en cours, me paraît, de mon point de vue, la seule solution, parce que je ne pense pas qu'on puisse globalement former 100% de la population avec le niveau scientifique nécessaire pour ça. Par contre, faire de l'échantillonnage et amener des gens de tous horizons avec des experts scientifiques, et là, dans un lieu ouvert au départ, fermé peut-être et ouvert dans ses conclusions, chacun peut s'exprimer, on peut séparer plus l'aspect scientifique que l'aspect sociétal, etc. Donc, moi, je pense que c'est une démarche possible. Comment faire pour que, dans les débats, on ait une vision claire de ce que c'est la position scientifique et de ce que c'est la position sociétale, sachant, comme on le voit tout actuellement, tout est interpénétré. Vous ne pouvez pas parler des grands problèmes sur les vaccins, par exemple, le refus des vaccins. Il y a un mélange de gens qui vont dire « oui, il y a une étude canadienne qui a démontré que tel vaccin, etc. » D'autres qui vont dire « oui, mais c'est une étude qui était fausse. » Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent ? Donc, quelque part, il faut un lieu où des gens, pendant un an, il faut, dans différents horizons et avec différents niveaux culturels, élaborent quelque chose qui soit assimilable à la fois par le grand public et en même temps qui ait une certaine base scientifique avérée. Et on pourrait du coup éviter un certain nombre de grandes peurs, parce que ces grandes peurs, elles ont tendance à augmenter. Enfin, on peut essayer de parler un petit peu d'avenir aujourd'hui. Oui. La société numérique, l'intelligence artificielle, la robotisation, le post-humanisme, tout ce qui se passe autour de la santé. Enfin, tout cela alimente à la fois des espoirs immenses et des craintes qui sont tout à fait ou disproportionnées ou tout aussi immenses. Pour vous, les grands enjeux scientifiques de l'avenir, ça va être quoi ? C'est très, je sais pas. Bon, en tant que physicien, je dirais que un des enjeux dont on parle assez peu finalement, c'est l'énergie. Et pour faire pédant, l'entropie. L'énergie, c'est-à-dire que il faut se rendre compte qu'on n'a pas découvert de source d'énergie depuis 1900. Et qu'actuellement, on tire sur tout ce qui est l'utilisation des sources et des énergies fossiles, de l'électricité, etc. Et si on veut une planète à 10 milliards d'habitants avec un minimum de confort ou d'éclairage, etc., l'énergie est un enjeu, sachant que les différentes sources qu'on développe actuellement sont soit marginales, soit complémentaires, soit fragmentaires, etc. Donc on n'a pas une solution globale qui permet. Donc la chute de production de pétrole qui arrive bientôt, etc., va mettre l'humanité devant des enjeux de savoir quelles sont les énergies qu'elle peut utiliser, sachant que, comme disait Jean Covici, je crois, c'est lui, qu'actuellement, chaque être humain que nous sommes ici avons l'équivalent de 100 esclaves de l'époque romaine qui travaillent pour nous. Et ces 100 esclaves sont nourris avec le pétrole, etc. Si un jour il faut que ces 100 esclaves, ce ne sera pas les humains, donc ce sera peut-être des robots. Donc il y a tout un enjeu. Moi, je pense que l'énergie, on en parle à propos du pétrole, mais c'est beaucoup plus global que ça. Et puis deuxième chose, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à cerner, ce qu'on appelle l'entropie. C'est ce qu'on appelle le fait que tout système organisé a tendance le désordre a tendance à augmenter, et qu'inversement, si on veut maintenir en ordre un système, ça veut dire qu'on fait payer au reste de l'environnement le désordre. D'accord ? Vous faites des belles villes propres, bien ordonné, etc. Ça veut dire quelque part, vous avez un système pour les déchets, donc il n'y a pas de vie. Donc quand j'entends dans les débats en disant il faut une solution, cette solution a tous les avantages, genre souvent derrière il y a aussi un coût anthropique, c'est-à-dire que pour vous résolvez votre problème d'énergie ou de vie, mais vous faites payer à tout le reste. Donc il y a un problème global. Après, les solutions, actuellement, je n'en vois pas beaucoup, à part la source du soleil qui nous vient régulièrement, qui elle en a pour quelques milliards d'années encore. Et puis, il y a peut-être, mais ça c'est
très utopique, et je ne suis pas certain que ça marche, c'est de créer le soleil sur Terre. Donc c'est la seule source d'énergie. La fission. La fusion. Est-ce qu'on a la fission? Oui, la fission de l'uranium, on exploite l'uranium qui a été créé il y a quelques milliards d'années, et qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Par contre, la fusion, c'est l'énergie du soleil qui prend l'hydrogène pour en fabriquer d'autres éléments et créer l'énergie. Par contre, ça pose des problèmes technologiques. Donc pour moi, l'énergie, en tant que physicien. Alors après, il y a tous les autres enjeux de développement de société, robotique, intelligence artificielle, etc. Je veux dire que c'est dans la ligne de ce que nous avons discuté auparavant. Ce sont des nouvelles innovations, etc., qui vont apporter, dans certains aspects, mais qui vont créer aussi d'autres difficultés. Et en particulier, les délais rapides de mise en œuvre. Il y a un siècle, il fallait 50 ans pour passer du théorème à la machine à vapeur. En gros, je caricature. Maintenant, entre la découverte et l'application, c'est 4-5 ans. Avec des impacts société qui fait que, d'un seul coup, vous aurez une branche. La branche automobile, la moteur à explosion, devra trouver en 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là? Parce que dans les débats écologistes écologiques que j'entends souvent, je dis, ah oui, il y a qu'à faut que. Mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont engagés dans les processus? Donc, pour moi, les nouvelles avancées, intelligence artificielle, biotechnologie, etc., sont dans la ligne de ce qui a été fait le début du XXIe siècle, poseront les mêmes problèmes à la fois de réponse à certaines questions, avec de manière identique création de nouveaux problèmes, etc., sauf que les délais sont plus courts. Donc voilà, pour moi, Et est-ce que les questions sont pas aussi encore plus grandes et touchent encore plus l'essence même de l'humanité? Parce que on commence à parler aujourd'hui quand on parle de post-humanisme, d'hommes augmentés, d'organes qu'on va vous greffer, tant qu'on vous greffe, qu'on vous met une dent ou une prothèse de bras, mais si on commence à vous greffer des organes beaucoup plus essentiels, on rentre dans une humanité très, très, très différente, quoi. Et c'est quoi ce monde-là? Moi, ça me choque pas. Dans la mesure où, en tant que physicien, je suis assez à l'aise avec l'histoire de la création de l'univers, et la création des étoiles, des galaxies, et puis il y a un processus qui fait dans certains coins de l'univers, il y a des planètes on en voit des millions maintenant, qui vont donner lieu à des conditions d'apparition, de phénomènes conscients, développés, etc. Mais est-ce que ça veut dire que nous, actuellement, nous, hommes du XXIe siècle, tels que l'on est, avec nos deux oreilles, nos deux yeux, on est à la fin de tout? On est le sommet. Est-ce que l'homme augmenté, est-ce que finalement l'avenir de tout ce grand mouvement vers la complexité qui vient depuis le départ, est-ce que c'est pas un homme augmenté? Déjà, on est déjà augmenté par rapport au fait qu'on a une conscience universelle. C'est-à-dire que maintenant, ces réseaux, etc., on se rend compte, on est de plus en plus proche. L'homme est plus proche d'être une fourmi dans la fourmilière. Et qu'est-ce qui est important dans la fourmilière? C'est pas la fourmi. La fourmi, elle est bête, et c'est la collectivité qui fait ça. Donc c'est plutôt une ère, je pense, où peut-être que l'homme que nous sommes et que nous pensons actuellement sera dépassé et sera plus englobé, plus augmenté peut-être. Mais pour moi, l'homme tel que nous sommes actuellement, tel que nous considérons... Ça n'est qu'une étape. C'est qu'une étape, pour moi. Ça veut dire que demain, le cerveau de Bernard Renault, finalement, on peut le télécharger dans le cloud et il sera utilisable ou sur d'autres... Oui, et puis, encore une fois, ce qu'on appelle l'émergence, la fourmilière est beaucoup plus intelligente, adaptative, évolutive, résiliente, etc., que chacune des fourmis. Et bon, peut-être que l'avenir de l'humanité sera un avenir différent dans lequel nous n'aurons pas forcément la place. On a quelque part cette idée un peu judéo-chrétienne et peut-être théillardienne de dire il y a une convergence de tout ça qui va vers nous. Non, de mon point de vue, nous sommes une étape. Et cette étape suivante sera peut-être une humanité beaucoup plus collective, beaucoup plus où la notion d'individu sera beaucoup moins prégnante que telle qu'elle nous apparaît actuellement. C'est un point de vue, mais je ne sais pas si... Peut-être pour revenir sur la science, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quels sont les domaines qui vont bénéficier d'avancées extrêmement importantes de la science? Est-ce que c'est la santé? C'est
l'une des questions. Est-ce que c'est les déplacements? Est-ce que demain on se téléportera voilà. Est-ce qu'il y a des domaines comme ça où on va avoir des avancées très significatives? Alors, les avancées technologiques, il y a deux sortes d'avancées. Les avancées technologiques, les avancées conceptuelles et philosophiques. Je sais pas, on n'en a pas parlé, mais ce qui se passe dans le domaine de la cosmologie, de la mécanique quantique, etc., révolutionne quand même à terme justement cette histoire que je vous ai racontée tout à l'heure et notre place dans cette affaire-là. Donc il y a certainement des chamboulements, on le voit tous les jours avec les découvertes qui sont faites. Si on parle des technologies, moi je ne suis pas un expert, mais il me semble que le phénomène ce qu'on ne maîtrise pas actuellement, c'est ce qu'on appelle l'émergence vers la complexité. En particulier dans la biologie, il va certainement y avoir des grandes découvertes qui vont se faire sur comment passe-t-on de 2 à 3 molécules sur un lit d'argile il y a 2 milliards d'années à un être constitué de des milliards de molécules. Ce qu'on appelle l'émergence, c'est comment passe-t-on parce que maintenant on trouve partout, y compris dans les comètes, y compris dans ce qu'on fait d'observation dans l'espace, on trouve les molécules, les briques on trouve les molécules de base, des petites molécules de base de briques, de sucre, ou quelques protéines, je crois même pas, non, je pense pas. Donc on a les briques. Et comment ces briques sur Terre, ou ailleurs, ce qu'on a été ensemencé, c'est notre histoire, comment ces briques ensuite... donc on n'a pas compris encore comment la vie... on constate. Donc, je pense que les grandes découvertes, mais parce que là aussi, si on découvre ça, ça veut dire qu'on peut vraiment créer la vie artificielle. Une fois qu'on aura compris ça, ça veut dire qu'on peut orienter la vie. Donc, pour moi, les grandes tendances et les grandes attentes que je vois, c'est dans ce domaine, surtout du domaine biologique, génétique, et la vie, l'organisation, comment elle arrive, etc. Mais c'est un point de vue partiel parce que je ne suis pas du tout un spécialiste. Alors du coup, vous retrouvez un peu d'optimisme par rapport au pessimisme que vous évoquiez tout à l'heure, finalement. Oui, pourquoi je suis optimiste? Parce que je vais vous donner une image que je prends quelquefois. Vous connaissez peut-être Fernand Reynaud, que ceux qui sont anciens connaissent, qui était un humoriste et qui avait un sketch qui était le hallebardier. Et il racontait dans cette histoire-là qu'il était acteur et qu'il faisait le hallebardier. Et qu'il arrivait dans la pièce et il arrivait avec sa hallebarde et il y avait quelqu'un qui disait « Tiens, là le hallebardier !» Et il repartait. Donc, je ne connais plus la fin de l'histoire. Moi, je suis optimiste parce que je me considère que le hallebardier dans l'histoire, dans cette histoire de l'humanité, l'histoire de l'univers qui nous dépasse, je suis optimiste dans la mesure où chacun doit essayer de jouer son rôle. Il ne faut pas croire qu'on est le centre de l'univers, il ne faut pas croire qu'on est l'objectif, qu'on est le but, mais il faut que chacun joue son rôle, et puis on va voir si globalement, collectivement, l'humanité aura la sagesse de maîtriser, de contrôler, d'orienter les immenses découvertes qu'elle va faire dans les quelques années à venir. Et comment elle va se gouverner, cette humanité-là? Oui, parce que vous n'étiez pas non plus très optimiste sur ce qu'est l'espèce humaine, ou en tout cas la nature humaine. Comment elle se gouverne, cette nouvelle humanité? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, où est la reine déjà? La reine. Alors, ça sera peut-être. Alors, je ne vais pas faire une analyse que d'autres ont fait mieux pour moi, mais les avenirs possibles, ça peut être des archipels, ça peut être une ruche, c'est-à-dire que la reine globale, avec un grand Manitou à la tête de tout ça, ça peut être des archipels, c'est-à-dire qu'au contraire, la Terre va se diversifier, il y aura des différentes structures avec plutôt isolées les unes des autres, avec des systèmes différents. Je ne crois pas au système unique, etc. Je crois plutôt à l'archipel, dans la mesure où les archipels, il faut qu'ils communiquent entre eux, qu'ils s'organisent pour éviter que ce soit la... Mais il y a des tas de modèles, je crois qu'il y a des gens qui ont commencé à réfléchir là-dessus, sur ces différents types de sociétés. J'en ai, je crois, que 3 ou 4 modèles différents, et qui sont, à mon avis, certainement pas celui avec le grand Manitou qui sait tout et qui va diriger la Terre entière. On a quelque chose de beaucoup plus basique, alors finalement, on est dans une démocratie. On retourne au local. Vous voyez, actuellement, quand il n'y aura plus de pétrole et que les gens communiqueront moins, les Chinois évolueront différemment que peut-être les îles ouest-ouest, ou etc. Donc là, il faut voir qu'on est mondialiste actuellement parce que le pétrole coûte pas cher, parce que ça coûte rien. Il ne faut jamais laisser son téléphone portable au cours des missions, même quand on est physicien, vous voyez. Les technologies finissent toujours alors, par... Pour terminer par une grande question, et il y aura toujours des plombiers dans ces sociétés?
J'imagine. Je pense quand même, ce que je vous disais, je reviens, on retourne au local quand même. Alors local, ça peut être à quelques dizaines de centaines de kilomètres. Je ne crois pas à une mondialisation globale et plutôt à des structures dans lesquelles il faudra des plombiers, il faudra ça va, alors on est... Est-ce que vous avez un problème de robinet? Non, on est rassuré, on ne sort pas totalement paumé. Après cette irruption de la technologie du téléphone mobile dans l'émission, on va s'arrêter là. Merci pour cette conversation. Bernard Renaud, on pourrait faire une série d'émissions de plusieurs heures avec vous pour parler de science et de progrès scientifique. En tout cas, merci de nous avoir consacré du temps et continuez à écouter Radio. Consiglio. Dirección. Prospective. Exchange. Participation. Entwicklung. Conseil de développement. Euradio vous a présenté Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Fréquence citoyenne à réécouter en podcast sur euradio.fr.